retrouve aujourd'hui avec LM Énergie, les deux co-créateurs de l'entreprise et partenaires avec qui on travaille pour la partie chauffage et froid. Aujourd'hui, on va vous présenter la solution qui nous importe le plus en ce moment de canicule, c'est comment faire du rafraîchissement et bien penser sa maison. Moi, c'est Mickaël, co-gérant de la société LM Énergie depuis 13 ans et on intervient dans tout le milieu du génie climatique. Justement le rafraîchissement, la climatisation, le chauffage, la ventilation et tout ce qui peut concerner, on va dire, le confort intérieur de l'habitat. Et moi, c'est Luc, le deuxième co-gérant. Donc, je pense qu'il a bien résumé ce qu'on faisait. Donc, on est vraiment dans la partie génie climatique, climatisation, chauffage. Donc, d'où le fait qu'on soit ici pour un peu discuter de tout ça. Donc l'idée, nous, ça va être d'aborder un petit peu le sujet en ce moment de la climatisation, parce que c'est ce qu'on va nous demander le plus, et je crois que vous courez bien assez en cette période estivale. On va parler surtout du chauffage. On abordera moins la partie conception, parce qu'aujourd'hui, il faut prendre en compte que la conception du bâti, le fait de bien orienter la maison, de créer des protections solaires, ça c'est notre métier en amont. Il est vrai que la RE 2020 en tient un petit peu compte. Mais au fait, qu'est-ce que la RE 2020 ? La RE 2020, c'est la réglementation environnementale datée de 2020. C'est la réglementation française qui encadre la construction des bâtiments neufs. Elle remplace la RT 2012 depuis 2022 et elle va plus loin en ne s'intéressant plus seulement à la consommation d'énergie, mais aussi à l'impact environnemental des bâtiments. Il est vrai que la RE 2020 en tient un petit peu compte, mais il nous embête à faire du rafraîchissement. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les calculs de la RE 2020, si on prend une maison classique et qu'on lui dit fais de la clim, on n'est plus dans la réglementation. C'est-à-dire qu'on va surconsommer, on doit moins de 50 kW au mètre carré par an. Si on vient climatiser, ça ne fonctionne pas. Alors on a de plus en plus de systèmes de chauffage qui savent faire les deux, mais en réalité, il faudrait presque dans une maison neuve s'en passer. Donc le sujet il est un petit peu compliqué, ou alors il faudrait compenser cette surconsommation avec une isolation supérieure. Dans la réalité, souvent, il n'est pas rare qu'un client vous demande par la suite de climatiser sa maison. Donc nous, on va plutôt parler de ce sujet-là. Pour moi, le premier système de climatisation dans la construction neuve, c'est la solution gainable. En tout cas, c'est ce que nous, on met le plus en avant, parce que c'est une solution qui est très performante autant pour le chauffage que pour la climatisation. C'est très discret, c'est confortable. Niveau confort acoustique et thermique plutôt très, très pertinent. Après, on a la solution split classique, donc la climatisation réversible comme on la connaît, avec des unités murales la plupart du temps. Et dans un second temps, il y a la solution plancher rafraîchissant, où là, on est sur du rafraîchissement plutôt que la climatisation. Les gens font souvent l'amalgame entre les deux et pensent que le plancher rafraîchissant correspond à la climatisation, ce qui n'est pas du tout le cas. On va avoir un gain qui peut être intéressant, généralement 2, 6, 7 degrés par rapport à la température ambiante. Mais on reste sur le terme rafraîchissement et en plus une solution qui est un peu énergivore en termes de fonctionnement. Ouais, donc sur les trois grands principes, on va dire que le gainable, ça va être la solution la plus chère, mais la plus confortable en été. Oui, complètement. Le plancher, on va être sur un intermédiaire et souvent il est déjà prévu, donc c'est une solution qui coûte pas très cher finalement pour basculer. Et puis le split, qui est la solution la moins chère, mais vous le posez plus souvent en réno ou en complément sur une maison neuve, parce que c'est rare quand même qu'aujourd'hui on équipe la maison que en split. C'est souvent sur des projets entrée de gamme. On va avoir la solution split. C'est vrai que nous, on n'en fait pas énormément et effectivement, je te rejoins, c'est souvent du second temps. C'est plus tard à l'utilisation ou si rien n'a été prévu à la base, on vient compléter l'installation existante avec de la solution avec split. souvent un split dans le salon et un split dans le couloir des chambres pour aller mettre un point de fraîcheur, pour vraiment aller rafraîchir les zones, mais et c'est vrai que le split c'est super bien parce que ça se pilote par pièce, c'est pas très cher. En froid, ça fonctionne assez bien. En chauffage, ce qui est pénible, c'est qu'en fait, on a souvent qu'un seul point
qui va devoir souffler assez fort pour remonter la température. Donc on perd en confort. C'est pour ça qu'on va le privilégier effectivement sur des petites maisons, sur des plus petites pièces de vie. Mais le fait est qu'avec des étés comme on a là en ce moment, on se dit que finalement ça peut être une bonne solution, même si c'est un peu moins confortable. Les hivers sont quand même moins froids aussi. Si on voit que le côté climatisation, ça reste très pertinent et très efficace, mais effectivement le point noir un peu de cette solution, c'est la solution chauffage où, à mon sens, on est sur l'une des chaleurs les moins agréables en termes de diffusion d'air et de centralisation de la On a diffusion très d'air. peu d'inertie, comme un plancher chauffant qu'on pourrait avoir, où on a vraiment une inertie de la chaleur. Là, sur le split, il n'y a pas d'inertie, donc quand le chauffage s'arrête, on va vite le ressentir. Sur du frais, c'est vraiment différent. Le frais, la fraîcheur va descendre, ça va être un peu plus homogène. C'est plus facile de traiter en split pour du rafraîchissement que sur du chauffage. C'est un petit peu moins confortable. Bah là, je vois, nous, on est en gainable. Le précédent bureau, on était sur du plancher. En hiver, il n'y a pas photo. Le plancher, c'est dur de faire mieux. Hein. On a vraiment une uniformité de la température. C'est ultra confort. Par contre, c'est sûr qu'en rafraîchissement, c'est pas du tout la même sensation. Le gainable, c'est juste extraordinaire. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de souffle, il n'y a pas de bruit. Enfin, c'est vraiment une solution optimale. C'est pour ça qu'on regarde, si on veut privilégier la solution, le combo idéal, ça serait plancher chauffant pour la partie chauffage et effectivement gainable pour la climatisation. Après, on a deux solutions, donc on vient obtenir un budget qui est très important. Alors ça va plus loin que le budget là encore. C'est que réglementairement, je ne peux pas mettre deux systèmes de chauffage dans la même maison. Effectivement. Donc, dans l'idée, ce serait bien, mais on ne peut pas, quoi. Et entre guillemets, quand vous venez mettre un split sur une maison neuve, 1 an ou 2 ans après, la maison elle est plus conforme, en fait. Elle ne respecte plus la réglementation. C'est là où on a besoin de professionnels comme toi pour gérer la partie réglementaire. Non, mais si c'était qu'une question d'argent, en fait, celui qui a les moyens de se payer un plancher et un gainable, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, on va dire qu'il va rajouter 10-15 000 euros, allez, ça fonctionne. Mais ça va plus loin que ça, en fait. Donc, il va falloir, nous, qu'on tienne compte de ces chaleurs qui sont de plus en plus importantes, donc, et jongler aussi avec le bâti. Pour pouvoir dire on choisit une solution, et peut-être qu'un plancher sur lequel on a très peu d'apport solaire, finalement, il peut arriver à compenser et à fonctionner de manière intelligente. Mais par contre, il va falloir clairement empêcher les entrées de chaleur sur les baies vitrées. Un plancher qui va subir de l'apport solaire avec une température à 40 degrés, le compteur il va vriller, quoi. Enfin, ça consomme énormément. Ça consomme, on a des risques de condensation sur le rafraîchissement, enfin il y a beaucoup de choses à mettre. Sans parler de ces problèmes techniques. Il y a vraiment les problèmes techniques après derrière, donc il faut faire attention sur le rafraîchissement. Faut bien se rendre compte que sur un plancher rafraîchissant, la réglementation nous interdit de descendre en dessous de 18 degrés de départ d'eau. Et en fait, refroidir un sol pour refroidir une ambiance avec de l'eau à 18 degrés, c'est quand même très compliqué. Donc effectivement, ça va être énergivore et on va avoir une restitution de la fraîcheur qui va être très limitée. Donc il faut vraiment, on va dire, éduquer les clients à comprendre que le rafraîchissement, c'est pas de la climatisation. On peut avoir un gain suffisant pour passer les fortes chaleurs et avoir quand même une sensation agréable, mais ça peut rester très limité dans certaines conditions parce qu'il y a beaucoup de facteurs. Il va y avoir le type de matériau, le type de colle, le type de chape, les flux d'air dans l'habitation. Donc tout ça fait que entre 2 à 7 degrés, on peut avoir un gros écart de ressenti et effectivement un résultat qui peut être des fois un peu décevant parce qu'on imaginait avoir une solution de climatisation et on parle vraiment de rafraîchissement et pas de climatisation. C'est vrai qu'un truc tout bête, il faut éviter le plancher, le parquet ou le bois, stratifié ou bois, pour faire du rafraîchissement, quoi. Même ça s'il fonctionne existe vraiment des moins. produits adaptés, compatibles, on a une conduction qui va être complètement différente. Donc effectivement, le meilleur compromis reste les matériaux type carrelage, mais voilà, toujours avec ce bémol de l'efficacité qui va rester limitée quoi qu'il arrive. Après, je pense que pour le rafraîchissement, c'est vraiment tout un ensemble. C'est la conception du bâti, l'orientation, voire volet, BSO, tout ça qui font que l'ensemble réuni, on peut arriver à traiter correctement en rafraîchissement, sachant que maintenant, tous les équipements, les pompes à chaleur et autres, sont équipés
de sécurité sur le rafraîchissement. Et c'est ça où il faut bien expliquer aux clients derrière, parce c'est tout mis en œuvre pour éviter d'avoir trop de surconsommation ou des risques de condensation. Donc du coup, là actuellement, on a eu beaucoup de sujets où les températures remontaient en ambiance parce que c'est une sécurité pour éviter la surconsommation et la condensation. Donc je pense que c'est tout un ensemble qu'il faut... Ouais, peut-être que la machine n'a pas été anticipée pour avoir 39 ou 40 degrés. Ni le bâti, en fait. Mais c'est ça. Et là, actuellement, on a énormément d'appels où le rafraîchissement fonctionne, en fait. Ça va, il y a du frais, mais les clients commencent à se dire, mais j'ai un peu plus chaud que d'habitude. Et sur le fonctionnement en soi, c'est marqué que la pompe à chaleur est en mode réduit parce qu'il fait trop chaud dehors et qu'à l'intérieur, on a un delta qui est trop important. Et donc, du coup, elles sont intégrées de sécurité pour éviter ces dégâts en fait, qu'on peut générer. Finalement, on arrive au même problème qu'en hiver où la pompe à chaleur à -10, elle a du mal à produire du chaud, quoi. Et dans l'autre sens, à 40, elle a du mal à produire du froid. Alors oui, effectivement, le résultat, c'est la même problématique, mais les causes sont un peu différentes. C'est souvent des protections que les fabricants intègrent aux machines pour éviter justement ce que disait Luc, le gros problème de surconsommation, parce que c'est quand même très énergivore le rafraîchissement sur de l'eau. Et derrière, le problème de surcondensation, parce que tout ce qui va être matériaux en contact direct avec le sol, la condensation peut venir dégrader du mobilier, des tapis, ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des protections qui existent pour limiter ces phénomènes, et puis surtout pour rester sur un principe de rafraîchissement. Ça s'appelle vraiment rafraîchissement, et c'est pas pour rien qu'on ne parle pas de climatisation. Ouais, la sensation, c'est pas comme quand c'est climatisé. Je dis souvent, on rentre chez Pépé et Mémé. Dans les vieilles maisons, on avait cette sensation de fraîcheur. C'est ça. Et je trouve que ça fait vraiment ça quand on rentre dans une maison. C'est pas climatisé, mais on se sent quand même bien. Bien mieux que quand on a 29, 30 dans une pièce. Oui, 2 à 7 degrés sur l'ambiance, c'est pas rien, c'est pas anodin. Quand on est à 7 degrés, je pense que c'est même largement suffisant, surtout sur des maisons neuves, comme on disait, où on va limiter la pénétration de chaleur. 2 degrés, on reste sur quelque chose de plus limité, et ça, c'est des facteurs que nous, on a du mal à maîtriser. C'est-à-dire que quand on met un plancher rafraîchissant, on ne peut pas savoir si on va être plutôt sur 2, plutôt sur 7, et c'est un peu à l'utilisation qu'on va se rendre compte de l'efficacité du système, quoi. Et surtout, l'erreur qu'on a actuellement, que les clients font, c'est qu'ils vont allumer le rafraîchissement quand il fait chaud. Et là, c'est trop tard. En fait, il faut vraiment anticiper quand on est sur l'inertie comme ça. Exactement. C'est de l'anticipation. En fait, le but du rafraîchissement, c'est d'éviter une montée en température du logement et non d'abaisser la température. Parce que de l'abaisser, on va y arriver, mais on va galérer, on va consommer, on va condenser. Le fait de l'anticiper, de le mettre bien en amont. Alors, donc, après, c'est aussi à nous, de notre côté, de gérer les réglages quand on fait la mise en service. On fait des bons réglages. Mais c'est d'anticiper le démarrage. Là, on a énormément de personnes qui nous ont appelés lors de la canicule en disant je mets le rafraîchissement, mais ça ne rafraîchit pas. Mais l'eau dans il le faut sol, 3 jours, quoi. Ouais, et tout dépend de la température de l'eau. Ce qu'il faut se dire, c'est que dehors, il fait 40 degrés, mais l'eau dans le plancher chauffant est naturellement déjà à 35 degrés, alors qu'il n'y a pas de chauffage. Et on est quasi sur une température de chauffe, une température qu'on aurait en hiver, alors qu'on est en été et que l'eau ne tourne pas et que ça ne chauffe pas. Donc du coup, il y a tout ça à prendre en compte. Et c'est vraiment de l'anticipation, en fait, le rafraîchissement. Il faut vraiment l'allumer avant, pas attendre qu'il fasse trop chaud. Après, on n'a pas parlé d'une troisième solution qui a tendance à pousser, je pense, qui va émerger avec la réglementation F-Gaz, c'est les solutions, en restant sur de la solution à eau, mais type diffuseur et émetteur GENA, par exemple, où en fait on va faire circuler de l'eau, ou dans ces solutions on va pouvoir travailler avec de l'eau plus froide que les fameux 18 degrés sur du plancher, et on va travailler avec de l'air soufflé, donc on va avoir une hybridation entre guillemets entre la solution gainable et la solution plancher rafraîchissant. Donc grosso modo, c'est un radiateur qui vient sur lequel on vient pulser de l'air c'est ça. Sur un réseau d'eau froide. C'est ce qu'on appelle un radiateur dynamique qu'on peut connaître avec les Panama chez Atlantic. Les Panama chez Atlantic par exemple. On a la solution par exemple Gaineo chez Atlantic qui est un gainable à eau, qui est un produit qui existe depuis très longtemps, qui avait été mis un peu au placard avec les années parce que beaucoup moins efficient que le Gaina par exemple, mais qui va revenir sur le devant de la scène, notamment avec les nouvelles réglementations et puis surtout avec les normes sur le fluide frigorigène qui va être beaucoup plus restrictive sur l'entrée du fluide frigorigène. Et on va perdre en performance.
ça va être différent. L'efficacité des fluides qui arrivent pour l'instant, effectivement, sont beaucoup moins performants. Donc, on va avoir cette contrainte à gérer là. C'est pour ça que là, on est un peu, même nous professionnels, un peu dans un flou artistique sur ce qui va être notre métier de demain, parce que la réglementation évolue énormément. Les fabricants, les constructeurs essayent de trouver des solutions, mais c'est long, c'est compliqué. Il va y avoir je pense des périodes d'adaptation, d'essais et autres. Donc voilà, nous, on va s'adapter aussi par rapport à ça, par rapport au marché, par rapport aux réglementations de la construction, mais aussi par rapport à nos réglementations métiers, qui sont celles du fluide frigorigène notamment. Mais là, apparemment, il y a quand même des polémiques sur les fluides frigorigènes où ça fonctionne bien en chauffage parce que c'est un gaz qui est ultra résistant. Mais quand on le lâche dans l'atmosphère, il est pire que du CO2, quoi. C'est surtout, il est beaucoup plus dangereux. Donc il va falloir que notre métier va vraiment se réinventer. C'est-à-dire que techniquement, en termes de formation, en termes d'équipement, en termes de règles de sécurité, ça va vraiment nous changer notre métier. Et puis les échéances sont très proches. C'est demain, c'est pas demain, mais c'est après-demain. Et il va falloir s'adapter, mais il va falloir aussi être cohérent par rapport à vos propres réglementations de la construction, du neuf, etc. Donc il va y avoir des sujets, et je pense que les technos vont évoluer, les produits vont évoluer, et on va voir émerger ou réémerger des produits qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'utiliser. Alors nous, pour les marques, on a un discours très ouvert. C'est-à-dire que je ne mets pas en avant une marque en disant c'est les meilleurs ou c'est la meilleure marque. Je pense que chaque professionnel va avoir ses expériences, va avoir ses habitudes de travail, va avoir ses contacts qui vont faire qu'il va privilégier une marque plutôt qu'une autre. C'est vrai que nous, on a un gros partenariat avec Atlantic depuis plus de 20 ans. Et on y a trouvé pour nous ce qui est le meilleur rapport qualité-prix-service. Parce que le rapport qualité-prix, c'est souvent ce qu'on met en avant, mais on oublie un petit peu le côté service. Et nous, on a besoin d'être accompagnés en tant qu'installateur. Et c'est important. Moi, je sais que c'est un des rares fabricants qui nous a tendu la main quand on a débuté dans le métier, qui nous a accompagnés, qui nous a aidés, qui nous a fait évoluer, qui nous a formés. Et qui propose aujourd'hui une gamme de produits qui répond parfaitement à nos besoins, aux attentes de nos clients, avec un service technique qui est plutôt très performant, qui est là, qui assume quand il y a des sujets. On va dire aussi, il y a un petit côté français, cocorico, qu'on aime bien. J'allais y venir. Ça pèse un peu. C'est pas anodin. C'est pas tout fabriqué en France, hein, mais c'est pas anodin. Mais dans la logique aujourd'hui de conception d'une maison, j'avoue que nous, nos moteurs, c'est Somfy, notre chauffage, c'est Atlantic, nos briques ou nos tuiles, elles vont être à Sainte-Foy. Enfin, voilà, on a vraiment des choix aujourd'hui qui sont de proximité ou made in France, quoi. Et c'est pas anodin, c'est aussi regardé par nos clients, parce qu'effectivement c'est un argument. Aujourd'hui, on arrive à avoir un positionnement prix qui reste très cohérent avec du produit français, pour la plupart. Un nombre assez important d'usines. Atlantic, c'est plus de 15 usines sur le territoire, donc c'est pas rien, c'est quand même beaucoup d'emplois chez nous, donc c'est aussi un critère de choix. Et c'est vrai que quand on met tout ça dans la balance, ça fait des années et des années de partenariat qu'on a avec eux, et on en est plutôt très satisfait. Souvent, on intervient, on va dire, après le hors d'air, charpente, fenêtre, et juste avant le plaquiste. Ça nous permet vraiment de pouvoir cheminer les réseaux, que ce soit sur du split ou sur du gainable. Et après, en règle générale, on va intervenir sur... Alors, si on est en gainable, on va intervenir avant les peintures pour qu'on puisse mettre les diffuseurs pour éviter tout risque de dégrader les plafonds une fois qu'ils sont finis. Et on va venir après au dernier moment, une fois que les peintures, les finitions sont faites, les façades sont faites, pour venir poser le matériel, les diffuseurs, groupe extérieur, et faire la mise en service. On est à peu près sûr. Mais ça s'anticipe pas mal. C'est vrai que la solution gainable, nous, ça nous demande souvent de prévoir des chevêtres dans les charpentes. Complètement. Les machines sont assez imposantes. Après, je reste toujours un petit peu sur ma faim quand on met du système gainable dans des combles non isolés. J'ai toujours l'impression de mettre mon chauffe-eau dans le garage comme on faisait il y a quelques années. On n'a pas encore trouvé de solution, mais
faudrait quand même qu'on arrive à réfléchir. Pour isoler le gainable, Ouais. Alors, par exemple, dans le bureau, on l'a fait. Et clairement, il n'y a pas de souci de condensation. Je pense qu'en consommation, on est gagnant. Bien sûr. Donc, ça, c'est des petits détails aujourd'hui qui ne sont pas imposés, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse de plus en plus. C'est un petit peu le problème avec le gainable. Ils n'ont pas forcément été conçus à la base pour être vraiment mis dans des combles perdus, plutôt dans des endroits un peu plus techniques. Mais là, depuis quelques temps, nous, on isole totalement nos gainables. Ah ouais, ça, c'est une solution aussi. On a un gain énergétique, on a un gain aussi sur le côté condensation. Ça évite de surcondenser parce qu'on dirait pas. Mais la climatisation en soi condense de base. Mais là, on va la limiter un petit peu. Et surtout, après, sur un fonctionnement en été. On voit que le gainable, qui n'était pas forcément un produit appliqué dans le neuf, les fabricants font évoluer leurs produits, parce que Atlantic par exemple propose aujourd'hui un kit d'isolation adapté pour venir justement rajouter un isolant performant sur toute l'unité intérieure, c'était un produit qui n'existait pas du tout avant et on se posait même pas la question. Effectivement, dans le monde parfait, le gainable devrait être mis entre deux plafonds par exemple. Mais ça rajoute un coût qui n'est pas anodin dans la construction. Oui, ou des crochets, c'est clair. Ou voilà, des soffites, ou voilà, ça peut demander des contraintes assez spécifiques. Donc on voit que le marché évolue et que justement on va s'adapter de plus en plus à une typologie de projets neufs avec la solution gainable. De par cette isolation, moi j'ai souvenir des premières années où on créait notre propre isolation, mais c'était ni esthétique ni très professionnel, puisque c'était plutôt une version bricolée qu'une version industrielle. C'était efficace, mais après pour les maintenances, les dépannages, c'était tout de suite plus compliqué. On était obligé d'ouvrir l'isolant. Là, Atlantic, sur le kit d'isolation qu'ils ont fait, ils ont prédécoupé par rapport à leurs produits. Et on a les découpes des trappes comme ça. Pour l'entretien. Ouais, bien sûr, c'est tout. Ça a été utilisé. Et on a la deuxième contrainte, c'est l'étanchéité à l'air dans le neuf, où le gainable faisait très très peur au début à cause de ça. Et en fait, simplement, voilà, avec une mise en œuvre adaptée, des process de pose, on va dire cohérents avec la réglementation qui nous a imposée, finalement, ça se passe plutôt très bien, puisqu'on touche du bois, mais sur 99,9% de nos installations, on n'a jamais eu de problème d'étanchéité à l'air. Alors moi, pour avoir eu la chance de poser d'autres marques, je pense que pour le coup, Atlantic a fait le travail sur la machine. C'est-à-dire à l'assemblage du caisson métallique. Je pense qu'il y a des joints, il y a des choses, parce que sur d'autres marques c'est très très difficile sans venir scotcher l'appareil, quoi. Nous on renforce toujours. Après il y a une grosse partie de l'installation aussi, des installateurs quand on vient poser. Il y a la pose, c'est un process un peu différent, qui sont plutôt très bien détaillés d'ailleurs par les fabricants, qui expliquent ce qu'il faut faire et mettre en œuvre pour que ça fonctionne. Après, il y a ce sujet, voilà, il faut une pose correcte. Ça reste technique. Ouais, c'est des poses qui demandent du soin. Il y a la partie pression, qui est assez technique dans votre métier. C'est la plus importante. Et la partie qui est... Enfin là, on est sur une pression plus faible, mais on est quand même un gainable, il va souffler dans les conduits. Donc si la pose elle n'est pas soignée, sur du moyen terme, ça peut apporter des soucis, quoi. Le dimensionnement est très important, et on ne parle pas que de dimensionnement thermique, on parle de dimensionnement aérolique aussi. Effectivement, le réseau aérolique a toute son importance sur l'efficacité de la solution. Et ça, c'est pareil, les mentalités évoluent, donc les gens se forment. Et ça va dans le bon sens, mais on a été confronté à pas mal de catastrophes les premières années. Le but du gainable, c'est d'avoir un confort, de ne pas entendre la diffusion d'air, d'avoir une bonne homogénéisation. Très dur à dire, mais que ça soit homogène. Et donc du coup, le fait de bien dimensionner le réseau aérolique fait vraiment toute la différence. Si on est mal dimensionné, on va se retrouver avec les contraintes qu'on pourrait ressentir avec un split. Du bruit au niveau de la bouche, parce que on va mettre plus de pression pour combler les déperditions. Donc du coup, ça risque de faire du bruit, pas confortable. Et puis un réseau aérolique, s'il est mal fait, ça fonctionne pas. Ouais, c'est ça. J'ai vu des gens pour distribuer avec un thé ou des choses comme ça. Et finalement, on a une partie, on sent clairement qui souffle moins, l'autre qui souffle plus. Enfin, ça se bricole pas, ça se. Complètement. Il faut vraiment qu'il y ait un départ sur chaque bouche, que les pressions soient équilibrées. Ça reste une solution quand même,
ça paraît simple de souffler de l'air, mais finalement, elle est beaucoup plus complexe qu'un plancher où on vient mettre de l'eau et on circule dedans. C'est quoi. pas une simple climatisation, hein, le gainable. Il y a vraiment, pour moi, il y a deux métiers. Il y a le côté clim, frigo, et le côté aérolique, où là, on est vraiment sur deux choses différentes. Et l'un va pas sans l'autre. Et le côté aérolique, pour moi, c'est primordial. S'il est mal réalisé, mal étudié, ça fonctionne pas correctement. Et encore plus si on l'utilise en chauffage, en tant que chauffage principal. Parce que c'est encore pire, parce qu'on n'a pas d'inertie qu'on pourrait avoir avec un plancher chauffant. Ouais, donc là, on a le ressenti Donc, direct on a le ressenti, et on n'arrive pendant même pas à les chauffer. cycles Quoi. Bah non, complet. Complètement. Donc ça, c'est super important. C'est un vrai sujet C'est qui est compliqué. souvent oublié. L'entretien, déjà, il y a le côté réglementaire. Alors, on connaît tous l'entretien obligatoire d'une chaudière gaz parce que le gaz, c'est mortel. Donc, derrière, on sait entretien annuel obligatoire. Sur la partie pompe à chaleur, que ce soit RR ou RO, on a une réglementation qui est variable en fonction de la quantité de fluide frigorigène qui est dedans, de la puissance. Mais grosso modo, entretien obligatoire tous les 2 ans. Obligatoire, mais obligatoire, pas de contrôle, pas de sanction. Enfin, obligatoire, il n'y a que un texte de loi qui dit que c'est obligatoire. Et derrière, c'est un peu au bon vouloir de l'utilisateur. Il y a pas mal d'études qui ont été faites et qui prouvent qu'un entretien va avoir un impact sur l'efficacité. Et l'efficacité, c'est le rendement, c'est la consommation et forcément la durée de vie du produit. Moi, j'aime pas jouer sur la peur, donc j'aime bien dire à mes clients, c'est pas parce que vous entretenez votre installation qu'elle aura jamais de problème, et c'est pas parce que vous oubliez de l'entretenir ou que vous l'entretenez pas qu'elle aura des problèmes. Mais on voit, nous, quand on voit les installations, on voit comment elles ont travaillé sur l'année précédente, par exemple. On va corriger certains réglages, on va optimiser certains critères de fonctionnement, certains paramètres, et nettoyer tout ce qui va être filtre, puis faire les contrôles réglementaires, contrôle d'étanchéité. Donc il y a un vrai sujet, et souvent, beaucoup encore nous appellent une fois que c'est trop tard, c'est-à-dire qu'une fois qu'il y a la panne, on nous dit j'ai pas fait entretenir mon installation depuis 5 ans, ça marchait très bien. Alors oui, ça a marché très bien, ça aurait pu beaucoup mieux marcher, parce que finalement, peut-être qu'elle a surconsommé pendant toutes ces années pour rien. Par contre, ça marche plus, et là, on est dans un critère d'urgence, il va falloir intervenir. Généralement, ça tombe jamais quand il faut. C'est le vendredi soir en plein hiver, quand on a déjà des dizaines et des dizaines de dépannages à traiter. Ou en tant caniculaire. Donc, ou là, en tant caniculaire, effectivement. Voilà. Ferme tes volets, Simone. Hein. Donc effectivement, c'est un vrai sujet. C'est pas à prendre à la légère. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui proposent des tarifications plutôt justes, adaptées, et qui permettent de garantir le bon fonctionnement de son installation. Et je pense que c'est très important c'est aussi à vous, je pense en tant que constructeur, d'avoir ce devoir de dire votre machine va devoir être entretenue. Je sais que vous le faites très très bien. Certains l'oublient, et je pense que c'est un peu. Je ne vais pas parler d'éducation parce que c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est important d'avoir ce sujet-là. Aujourd'hui, on fournit un livret d'entretien, mais c'est vrai que dans l'absolu, ce serait presque avoir une appli pour tous ces rappels, parce qu'il n'y a pas que le chauffage à entretenir dans une maison. Il y a plein de petites choses, et l'état général de la maison, sur une maison au bout de 20 ans qui a été bien entretenue ou une qui a été moins entretenue, on n'aura pas le même aspect global. Donc c'est important, ces entretiens. On a un livret d'entretien qu'on remet, mais bon, faut le lire. Et le problème, c'est que on emménage, on fait son déménagement, le livret il sert à caler la table, et je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ouvrent pas, parce qu'il y a et c'est marrant parce que autant s'il y a une vraie chaudière physique dans la buanderie, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le ratent, mais depuis qu'on fait des installations à gainable, comme ça se voit pas, il y a vraiment ce côté, on a la sensation qu'il n'y a pas besoin d'entretien. Et et pourtant, il y en a vraiment besoin. Ouais, les splits, c'est pareil, hein, les gens les entretiennent pas, quoi. Souvent, on se retrouve avec des dépannages bénins, mais des dépannages suite à des filtres encrassés, c'est souvent ça. Mais c'est nous, quand on vient juste pour ça, c'est dommage. On aurait eu une maintenance récurrente sur le produit. Puis même au-delà, on se rend compte que, avec une utilisation en climatisation, on développe beaucoup d'eau, donc on va avoir de l'eau dans le bac de condensat qui peut légèrement stagner, qui peut développer des bactéries. Donc nous, on est équipé de produits désinfectants ou autres, hein, même avec du savon, mais quelque chose pour vraiment nettoyer proprement.
mais c'est pour aller vraiment au bout des choses. Et après, on se retrouve avec des produits qui sont vraiment encrassés, mais après, des fois, on est obligé de prendre le petit Karcher, etc. Et on passe un entretien beaucoup plus... Puis on souffle de l'air, donc en c'est fait, important que ces réseaux c'est pas soient du propres, renouvellement d'air, hein, le gainable ou le split, hein, c'est du recyclage d'air. On brasse la même air de la pièce. Donc on prend l'air de l'intérieur, elle passe dans un filtre, elle passe dans l'échangeur qui est très froid ou très chaud, et ressouffle à l'intérieur. Si le filtre, déjà, il est complètement encrassé, au bout d'un moment, elle va arrêter de fonctionner, elle va se mettre en panne, parce qu'il n'y aura plus d'échange. Et si, pareil, à force, des fois, on arrive, même si on a un filtre, on arrive à encrasser la batterie, et ben la batterie, elle va devenir complètement sale et on va brasser de l'air. C'est quoi la batterie? L'échangeur, pardon. L'échangeur, c'est là où on se retrouve avec le gaz frigorifique qui va devenir très très chaud ou très très froid. Et c'est là où on va vraiment céder ou récupérer de la calorie. Ça dépend quel fonctionnement on a.